bienvenue sur la chaîne Arvodia. Tu es développeur, tu es à la recherche des techniques mais pas le temps pour voir des longues vidéos tuto, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans le titre, pour les web dev avancés. Parce que je ne vais pas faire de step by step. Et on va pas y aller par 36 chemins. Drupal pour les développeurs. Symfony pour les développeurs experts ou seniors. C'est comme tu veux. PHP Brut, c'est le summum de WebDev. Et si tu ne sais pas comment gérer tes failles, ben tu glisses depuis le summum. Tu es assistant multimédia, une formation de 24 mois, ou un utilisateur lambda, il te reste WordPress. Pour commencer, je vais répondre à 2 questions. Pour les développeurs qui m'ont demandé de faire de Webphony un projet open source, j'ai envoyé des demandes de sponsoring à des personnalités, entreprises et universités. Et j'attends toujours de réponses. Donc j'ai décidé de faire cet état GV pour voir quelques trucs et astuces. Moi ça m'a pris 960 heures de travail, mais vous avec une fiche de route, vous pouvez le faire encore mieux. Et pour la deuxième question, suis-je programmeur? Ben juste un BTS en développeur web et multimédia. En réalité c'était un TS, technicien supérieur. La différence c'est dans la durée de la formation. On a été la promotion 2007 et j'ai terminé la formation en 2011. Donc sur le terrain c'est du TS et sur le papier c'est BTS qui est marqué sur mon diplôme. Mention majeur de promo. Les cours ils étaient très longs. On a fait des maths, algorithmes, Pascal, Sound, Edit, Adobe Premiere, Illustrator, Photoshop, Director, Dreamweaver, DS Max, Flash, ActionScript, PHP, SGBD. Donc c'est pas du full steak, plutôt du max steak. Donc c'est à toi de voir si je suis programmeur ou pas, ok? Arrêtez de jacter, j'ai rien à prouver pour personne, d'accord? Ma connaissance est rien face à l'océan du savoir, que ce soit clair. Et en plus, attestation de premier prix, concepteur web 2004. Première réalisation 99. Premier cours informatique 95. À l'époque, pour allumer Prince of Persia, il suffit pas d'aller cliquer sur une icône, mais il fallait faire un bit de point. Et c'est toi qui écoutes cette vidéo, tu connais bit de point, ce que veut dire? S'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Bref, un développeur est polyvalent. Il fait plusieurs activités. Alors qu'un programmeur, il fait uniquement de la programmation. Juste entre parenthèses, intelligence artificielle. Elle compare les données et puis elle prend une décision. Selon même une machine à calculatrice, sans base de données, on peut dire c'est du AI. Donc directement ou indirectement, l'AI est égal à base de données. C'est comme E est égal MC2 au carré. Bref, Dieu seul peut nous juger et on fonce dans le vif du sujet. Première astuce, comment créer un fichier de déploiement exécutable pour installer votre projet. Et le code source est directement inclus dans le même fichier. Et juste avant, on va voir les femmes dans le monde de la tech. Sur la vidéo à la découverte de Webphony 57, dans la présentation, Baya nous dit Webphony destiné à la fois à l'utilisateur sans connaissances techniques et au développeur web. Le E entre parenthèses. Ben en réalité, la femme sur la droite, c'est elle la développeuse. Dans la vraie vie, elle fait de la programmation. Le smartphone qu'elle a entre les mains, je ne sais pas, peut-être un IDE reconnaissance vocale. Le type sur la gauche, je sais pas aussi, peut-être juste un acteur pour la prise de photos ou un programmeur. On revient sur la première astuce. Mais puisqu'il y a eu juste avant, on va ajouter aussi un juste après. Donc on va passer à l'astuce numéro 2, puis on va revenir sur l'astuce numéro 1. Comment restaurer un fichier de backup? Dans la vidéo à la découverte de Webphony à la minute 10:45, vous trouverez comment j'ai créé le fichier de backup. Et maintenant on va voir la commande qui va restaurer. Donc c'est la même commande qui fait le backup. La fonction execute, c'est elle qui s'occupe de la sauvegarde. Et avec l'option restart, il va déclencher la fonction restore data. On fait un message de confirmation. On demande de faire une backup avant de faire un restore de backup et une confirmation sur la suppression des données. On initialise le file système, on récupère le path absolu de répertoire backup, on utilise Finder pour chercher les fichiers qui se terminent avec JZ. S'il n'y a pas, on va dire un message qu'il n'y en a pas. On initialise les select et pour cela on crée un tableau backup. À l'intérieur il se trouve les fichiers backup avec un path relatif et un path absolu et on demande lequel fichier l'utilisateur veut restaurer. Donc si je fais, voilà, il me donne le message de confirmation, je valide, il a trouvé deux backups, il me dit lequel sélectionner.
Actuellement, on est sur un projet vide, donc il n'a pas de contenu. Ensuite, il va supprimer l'extension de fichier. Il va supprimer le dossier de backup si elle a été décompressé avant. Il va supprimer aussi les dossiers private et public. Il va créer de nouveau le dossier private et public. Ensuite, il va lancer une commande qui va décompresser le fichier de backup. Et on ajoute overwrite pour l'écrasement. On fait strict component pour qu'il va aller directement à l'intérieur de répertoire, par exemple WebFound. Voilà le fichier de backup. À l'intérieur, on trouve nos fichiers multimédia et les var, les logs, les configurations. On a aussi backup et à l'intérieur, on trouve juste la base de données. Donc, ce qu'il va faire, il va tester si du MySQL ou PostgreSQL ou SQLite. Et s'il va pas trouver une base de données, il va dire que le fichier est corrompu. Il va récupérer le driver actuel. Ici, notre configuration, elle est différente de la configuration de backup. Il va nous dire qu'ils sont incompatibles. Donc, il faut changer les paramètres dans le fichier env. Ensuite, il récupère des variables. Ensuite, si ici de MySQL, on a une fonction qui vérifie where is, il vérifie le path de la commande MySQL. Si il n'est pas installé sur votre système, il va faire une exception. Ensuite, il exécute la commande de restauration de la base de données. Si le mot de passe n'existe pas, il va ajouter une valeur nulle et après avec ArrayFilter, il va enlever les valeurs nulles. Puis quand on est connecté à la base de données, il va faire un use dbname et source, la commande pour l'importation, et puis il va quitter. La même chose pour le PostgreSQL. La différence c'est qu'avec PostgreSQL on injecte le mot de passe dans une variable d'environnement. Et pour le SQLite, il va juste copier le fichier. Et ensuite il va lui faire un message de ce qu'il peut faire à la suite, c'est-à-dire changer les permissions du fichier et des dossiers. Donc on va faire un test. Je vais choisir 1. Il a supprimé les anciens dossiers, il a décompressé les fichiers backup, il a importé la base de données. Il m'a demandé selon votre configuration, puisque moi le groupe Nginx il n'a pas l'autorisation sur l'utilisateur, donc j'utilise cette commande pour changer les permissions des fichiers et des dossiers après la restauration. Et voilà, c'est terminé. On revient dans le site, on actualise et voilà, on a des données qui sont restaurées. J'ai juste initié un projet avec Composer. J'ai ajouté un script qui s'appelle PostCreateProjet et j'ai créé la classe de script qui se trouve ici et simplement j'ai récupéré des arguments 1, 2, 3. Ensuite, c'est à vous de faire le script d'installation de la base de données. Maintenant, on va créer le fichier installer. Tout simplement, je vais créer un nouveau fichier installer.ch. Je vais initier variable d'environnement. Je vais créer un emplacement que je vais appeler payload begins. Je vais revenir à la ligne d'abord. Je vais enregistrer. Je vais fermer. Ensuite, je vais compresser le projet et je vais le rediriger vers notre fichier d'installation. Et voilà. Je vais supprimer cette ligne. On va diviser notre code à 4 blocs. Variable checker préférence install. On définit nos variables bin. On définit nos variables de paramètres. On définit la variable payload line
Elle contient le numéro de la ligne Payload Begins. Pour cela, nous avons utilisé la commande AWK. Ensuite, nous allons créer une fonction binChecker qui vérifie les commandes prérequises si elles sont installées. Vous pouvez améliorer le code en ajoutant une boucle. Ensuite, avec la commande whip-tie, on demande à l'utilisateur de nous donner le dossier d'installation. To do, vous pouvez aussi ajouter des questions pour récupérer les informations DB. Ensuite, on ajoute le bloc install, une condition qui vérifie si le dossier d'installation existe déjà. On fait un encadre pour créer le dossier d'installation. Ici, il y a eu un échec. On écrit un message d'erreur. On initialise la variable install-log qui contient le path pour le fichier de log d'installation. On utilise la commande advanced style qui va récupérer le contenu d'un fichier depuis une ligne jusqu'à la fin. On a utilisé $0 qui représente le path de même fichier. Puis la sortie, on la décode avec base64. Puis la sortie, on la passe à tar qui va la décompresser dans le répertoire d'installation. On exécute composer install et on redirige la sortie vers le fichier de log d'installation. On exécute run script, on lui donne le nom de script qu'on a créé précédemment et on lui passe les informations de la DB pour ensuite les récupérer dans notre classe script. Dans cet exemple, j'ai juste fait un chargement, mais vous pouvez améliorer le script. Et voilà, notre script bash est terminé. On va enregistrer et quitter. On va supprimer le dossier de projet et le dossier targz. On ajoute les droits d'exécution à notre fichier installer.ch et on l'exécute. On choisit le dossier d'installation, on valide et voilà notre projet installé. Et le script post-create a été exécuté. Donc il a décompressé le fichier, il a exécuté la commande composer install, il a exécuté le script post-create. Et voilà, c'est terminé. Dans le dossier de votre projet, il faut créer un fichier package.json et vous ajoutez les dépendances garant-svgstore et vous faites npm install. Ensuite, vous créez un fichier garant-file.json. Dans le fichier, vous ajoutez les icônes depuis le vendeur. On a déjà installé Bootstrap icon et d'autres librairies. Ensuite, avec la commande garant, il va compresser nos icônes SVG qui sont ici. Vous remarquerez que chaque icône elle porte un ID. Ensuite, vous créez un fichier CSS. Vous ajoutez du style SVG. Vous pouvez même ajouter des tailles. Ensuite, dans le fichier base.html.twig, vous importez les SVG avec la fonction source. Ensuite, dans votre template, il suffit de faire SVG et use. Vous utilisez l'identifiant que vous pouvez récupérer ici dans les ID. Ensuite, si vous venez dans votre page, vous actualisez et voilà votre icône. Dans notre exemple, nous avons un dossier MyFile. À l'intérieur, il y a des fichiers YAML. Et on remarque que chaque fichier contient le nom Bartik. À l'intérieur de chaque fichier, on trouve aussi le nom Bartik. C'est le thème par défaut du Drupal. Et nous, on souhaite changer Bartik par mon thème. Et maintenant, on va voir notre script. C'est un code interactif. Il va demander le workdir. Il va vérifier si l'opération n'a pas été annulée et que le dossier existe. Ensuite, il va demander le mot à chercher et avec quoi le remplacer. Il va utiliser la commande rename, d'ailleurs qu'il faut installer. Ensuite, il va faire une boucle sur le dossier et vérifier chaque résultat que c'est un fichier. Puis il va utiliser la commande seed pour remplacer le contenu à l'intérieur du fichier. Et maintenant, on va exécuter le script. Il va nous demander le dossier, workdir, le mot à chercher, Bartik, avec quoi le remplacer, mon thème, et on valide. Et maintenant, on va voir le résultat. On remarque que Bartik a été changé par mon thème. Et à l'intérieur du fichier, aussi, il a été changé. Et voilà.
Dans la structure de notre projet, on a un dossier private à l'extérieur du dossier public et à l'intérieur du dossier public, dans SRC, on a fields pour les fichiers publics. Donc voilà, vous pouvez trouver un exemple d'un script ici. Moi, ce que je fais, j'ai ajouté des fonctionnalités. Par exemple, on a la constante allowed size, les tailles qui sont permis. J'ai ajouté aussi la fonction private resize qui prend en paramètre le path, tiret, l'action, size, scale, max, la largeur, la hauteur, l'extension. Une méthode qui permet de vérifier est-ce que le média existe à partir de SRC. Il vérifie les autorisations. Il vérifie que le fichier il soit dans la corbeille ou bien privé et il retourne le média. Ensuite, on a une autre méthode image resize. Notre méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie d'abord si le fichier existe. S'il existe, elle va faire un file serve. Voilà à quoi ressemble le résultat. Donc on a notre image avec plusieurs dimensions. Ici je vais supprimer size 240 par 180. Je vais retrouver la taille d'origine. Ici par exemple, je vais prendre cette image et je vais la passer en mode private. Ensuite, j'essaie de la consulter depuis un compte non autorisé. Il va me dire que la route not found parce qu'elle n'est pas accessible, elle est privée. Je vais la remodifier, faire d'elle public. Si j'actualise ici, la revoilà. Identification par mail ou bien par nom d'utilisateur. Par exemple, dans le projet Webphony, dans paramètres des comptes, par exemple, on a qui peut enregistrer des comptes, s'inscrire autant qu'un simple abonné ou contributeur, email de notification, et là, on a identifiant de connexion. On a le choix entre nom d'utilisateur, email, ou bien nom d'utilisateur, bien adresse email. Et dans notre programme, on a la classe login form authenticator. Elle vérifie que le formulaire est valide. Elle récupère le CSRF token, l'identifiant, le password. Elle ajoute l'identifiant dans la variable last username dans session. Ensuite, on fait la construction de passeport en lui ajoutant user badge, password credentials, CSRF token badge et remember me badge s'il est activé dans le formulaire. Et dans le repository, on a find one by identifiant. Après, on vérifie si l'utilisateur n'est pas bloqué ou bien le compte est désactivé. Et dans notre user repository, on fait create query build. On ajoute where. Si le paramètre auto est à true, on va juste faire un str pause pour voir si le caractère arrobase est dans la chaîne de caractères. Pour déterminer si un email ou username, puisque le caractère n'est pas permis dans le username. Sinon, on va y aller dans les configurations, user setting, identifiant. On va voir si c'est égal à email ou bien si c'est égal à username ou email. Et on vérifie s'il contient le caractère arrobase. Alors, on va faire une condition avec user email, sinon avec le username. Et voilà, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué.
Et pour l'envoi de mail, on a utilisé Free Responsive HTML Email Template que vous pouvez trouver sur GitHub. On a juste ajouté des points d'entrée pour le paragraphe de haut, le paragraphe du bas et des liens. Voilà à quoi ressemble la template. Et comment ça fonctionne? On utilise Messenger. Et dans le constructeur, on a besoin de la langue, du user ID et d'une booléenne secondary. C'est le email secondaire ou bien le email principal. Ensuite, dans le handler, on initialise mailer service, celui qui occupe de récupérer la template et de lui injecter les paragraphes et les liens. On a le user repository, on a le vérificateur d'email. Donc il va récupérer l'utilisateur par son ID. Il va récupérer tout, email secondaire ou primaire. Il va générer email signature. Et puis dans notre service, on fait un site lang, new object. On ajoute des paragraphes de haut. On ajoute les liens. On ajoute les paragraphes de bas. Et on envoie le mail. Et comme vous pouvez le voir, en final, c'est très simple d'envoyer des emails. Il suffit juste de faire message buzz dispatch. On lui donne notre classe. Par exemple ici avec la langue et le ID de l'utilisateur. Et voilà. Pour améliorer la qualité de son, on va utiliser Audacity. Voilà notre son. Si on va voir de plus près, il a des bruits de fond. Micro-test 1, 2, 1, 2, micro-test. J'ai essayé d'utiliser un double micro avec un montage en série. Ça réduit les parasites, mais il y en a toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le son. On va aller dans Effets, Réduction du bruit. On va cliquer sur Prendre le profil de bruit. Puis on sélectionne tout. Personnellement, je préfère ajouter le son de droite. Je fais Effet, Réduction de bruit. Je valide. Ça réduit le bruit. Ensuite, on va faire Effet, Filtre, Curve. On ajoute un peu la basse et un peu l'aigu. Et on valide. On va refaire la première étape. On va sélectionner le bruit. On va faire Effet, Réduction du bruit, prendre le bruit, tout sélectionner, Effet, Réduction du bruit, on valide. Ensuite, on peut faire Effet, Compresseur, valide, et Effet, Normaliseur, valide. On va faire aussi Effet de vibration. On va sélectionner à 0 la grandeur de la pièce et le prédélai à 0 et on valide. Et maintenant on va réécouter. Micro-test 1, 2, 1, 2, micro-test. Voilà notre SVG dans un éditeur vectoriel et on va l'enregistrer. Puis dans Blender, on sélectionne tout avec la touche A et on supprime avec la touche X et on va faire File, Import, Scalable Vector Graphic SVG. On va sélectionner notre SVG et on l'importe. On sélectionne, on tape sur S et on bouge la souris pour agrandir. Et voilà nos calques. Normalement, il devrait y avoir 3. Je vais supprimer celui-là. Je vais sélectionner tous mes calques. On appuie sur Shift. Je vais faire Objet, Jointe. Puis je vais faire Matériel, Propriété. Je vais choisir une couleur. Et ensuite, je vais faire Métallique, 0,8. Ensuite, je vais faire Objet Data, Propriété. Et je vais aller dans Géométrie, Extrude.
Je vais faire 0, 0, 1. Maintenant, on va arrondir les coins. Dans Depth, je vais faire 0,001. Et voilà. On a notre logo. Avec la touche G pour déplacer notre objet. Et on va aller dans cliquant. Et voilà notre logo. Là, avec jQuery et Data Table. Une SPA, c'est-à-dire Single Page Application. Donc, on va pas voir la page se recharger de nouveau. Et si vous remarquez ici, c'est la partie Ajax, les requêtes Ajax. Si je vais changer de section, il va s'incrémenter. Une pour la database, une autre pour le fichier de Translate. Mais une fois c'est chargé, il va la garder en cache. Il y a ici un validateur de cache. Je vais les charger toutes. Voilà, ça fait 16. Si je change, si je fais une petite modification par exemple, il me dit je peux pas parce que cette photo elle est dans un article. Il faut d'abord désactiver l'article. Donc je vais faire une autre modification. Je vais juste changer le titre. Il a passé à 18. Mais par exemple, si je vais charger une nouvelle photo, on a eu pour l'uploadement et une autre pour l'édition. Si je vais supprimer la photo, j'ai cliqué sur Download, Remove, Copier. Maintenant, automatiquement, elle a actualisé la partie courbée. En même temps, la partie photo. J'ai utilisé la data table parce que elle a été utilisée dans le corps de Webphony. La librairie est très bien décommentée. Même le code a été très bien programmé. Ici, on va voir le code de notre petite page application. Donc, c'est un seul fichier JS. Il faut lui faire du refactoring. J'ai utilisé ici Tools parce que notre fichier média, on lui ajoute quelques modules, alerte, notification et progress. Et ces modules, ils n'utilisent pas le jQuery. Ainsi, j'ai copié ces tools depuis a.js. Ensuite, j'ai utilisé un script pour les événements de YouTube. Ensuite, on a nos variables configurables comme le délai de l'autoplay. Et aussi le paramètre false sur l'affichage des petites icônes sur les vidéos. Par exemple, ici on voit une icône. Si on va activer ce paramètre, on va voir un aperçu de la vidéo. Mais comme si j'ai fait des tests, j'ai vu qu'il prend des performances, je l'ai désactivé. Ensuite, dans notre code, on a quelques variables, les mime types. Ensuite, on a déclaré nos boutons, import, remove. Dans le titre, le script se charge de traduire le titre, c'est-à-dire on a des fichiers JSON pour plusieurs langues. Ainsi, la clé import, il va trouver sa traduction ici.
Je continue, donc on a nos poteaux. Ensuite, on a déclaré nos sections, celle-là. Et chaque section, on lui donne les boutons qui vont être sur la neve, c'est-à-dire ces boutons, comme ici import. Par exemple, dans album, on trouve create. Et aussi ceux qu'on trouve ici, par exemple. Et on a déclaré pour chaque section. Voilà. Ensuite, on a la configuration de la data type. On a les fonctions qui chargent les traductions. Ensuite, on a une fonction pour l'initialisation des sections. Par défaut, on lance la première. C'est pour ça, au changement de la page, on tombe directement sur photo. Et on a notre fonction ici qui permet d'afficher la section. Ensuite, je vous montre pas comme un tableau, j'ai ajouté une couche à la couche jusqu'à 1273 lignes. J'aurais aimé vous parler un peu plus, mais je suis à ma 10e astuce. Je suis un peu fatigué. Il y a aussi trop d'autres trucs qu'on n'a pas parlé. Pour chacun truc, une astuce. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas d'abonner et d'activer les notifications pour être à jour de mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un like. Et à la prochaine.